La matinale de Radio Classique avec David Abiker. C'est l'heure des voix de l'économie et votre invité Stéphane, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de présenter 7 piliers pour une réforme des retraites réussie. On va en parler. D'abord un chiffre, 13 milliards d'euros. Vous dites que c'est le déséquilibre du système de retraite à horizon 2030. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de calculer le déficit du régime de retraite? Tout le monde n'est pas d'accord avec ce chiffre. Non, il y a cette idée, au fond, assez simple, que toute prévision mérite d'être regardée avec certaines précautions, mais il y a ce chiffre auquel se rajouterait l'ensemble des éléments de ce qu'est le soutien de l'État à ses fonctionnaires au moment de la... Tout le monde sait que les dispositifs de retraite du privé et du public ne sont pas tout à fait les mêmes. Pas tout à fait, c'est un euphémisme. Oui, mais enfin bon, quand on regarde de près, on s'aperçoit que ça donne à peu près les mêmes résultats à la fin pour des gens de qualification à peu près équivalente, et c'est totalement idiot. C'est-à-dire que on va compliquer le jeu d'une réforme qui est tout à fait possible de faire en y rajoutant l'ensemble des conditions pour rééquilibrer l'ensemble de tous les contrats de travail pour l'ensemble des fonctionnaires. C'est totalement idiot, et ce chiffre de 55 milliards qui avait été évoqué et qui vient en fait de travaux d'un garçon tout à fait sympathique, mais à mon avis très éloigné des réalités, qui s'appelle Jean-Pascal Beaufray. C'est une manière de compliquer un jeu, alors que nos propositions, en fait la proposition d'une chaire qui traite de ce thème-là, montre que c'est pas si compliqué que ça de trouver une réforme des retraites qui permet après de débloquer toute une série d'autres problèmes. Donc c'est la première le premier des problèmes à essayer de résoudre. Alors on va s'intéresser à vos propositions. D'abord, abandonner l'âge légal de départ à la retraite au bénéfice des annuités. Oui, vous voyez bien que nous sommes dans un dispositif dans lequel on a deux critères, les 62 ou 64 ans, et puis les 43 annuités qui permettent d'être beaucoup plus souple, puisque on prend en compte à la fois le fait que les gens démarrent plutôt leur carrière, ce qu'on appelle les carrières longues, les problèmes de pénibilité, etc. D'où cette idée de sortir de ce drame mondial qui est le passage des 62 à 63, 64 ans, alors qu'il faut savoir que dans le secteur privé, l'âge de départ à la retraite est déjà supérieur à 63 ans. Donc tout ça est un psychodrame dont il faut se sortir, et les annuités, c'est une manière assez intelligente de le faire. C'est d'ailleurs même, puisqu'on fait toujours la comparaison avec nos amis allemands, la réalité du mode de fonctionnement des retraites en Allemagne. Alors vous proposez d'augmenter le nombre d'annuités pour atteindre 44 ans à horizon 2035. Pensez que les syndicats vont soutenir ce projet ? Moi je crois que personne ne peut nier le fait qu'il y a un choc démographique très important. C'est-à-dire que l'âge moyen de la population augmente en permanence, c'est que il y aura donc de plus en plus de gens qui vont partir à la retraite. Donc l'idée que dans le cas des annuités, qui est beaucoup moins vécu comme beaucoup moins dramatique, parce que pour toutes les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, on augmente progressivement 2035, vous serez sûrement là, mais moi il m'arrive de m'interroger sur cette possibilité. 2035, c'est quand même dans plus d'une dizaine d'années, ou environ 10 ans. Donc arriver progressivement à augmenter, tout simplement pour équilibrer. Mais si s'avérait que brutalement il y a des modifications, mais on en tient compte. Les annuités, c'est très facile de modifier les choses. Vous proposez aussi de mettre les retraités les plus aisés à contribution. De quelle manière ? Il y a cette histoire qui est stupide. Des abattements pour frais professionnels dont je bénéficie. Oui. Ah non, mais c'est très important. On ramasse pas loin un peu plus de 3 milliards d'euros. Peut-être que le nom est mal choisi, cet abattement, mais lorsqu'on est retraité, on a des charges supplémentaires, notamment le coût de la mutuelle, qui est beaucoup plus élevé pour les personnes âgées. Et on est propriétaire de son logement. Pas toujours. Pas toujours. Plus de 75%. Au moment où les jeunes ont tellement de mal à se loger, peut-être demander un effort qui n'est pas grand-chose, c'est moins de 1 000 € par an pour des gens qui ont des retraites tout à fait convenables.
Je veux dire, on devrait y arriver, ça rééquilibre le coût et la prise en charge. Donc on enlèverait cet abattement de 10% pour frais professionnels uniquement sur les retraites les plus élevées. À partir de là, nous avons fait des calculs. Tout ça est calculé, et permet d'arriver à l'équilibre en 2030, uniquement ceux qui ont des revenus supérieurs à 3 000 euros. Donc tout ça est raisonnable. Dans 100 euros, 1000 euros sur des retraites qui sont pas loin de 50 000 euros, on doit y arriver. Vous proposez également de réfléchir sur l'emploi des seniors. Améliorer l'emploi des seniors, c'est un vœu pieux. Ça s'améliore progressivement, mais on est quand même loin du compte en France si on compare à la moyenne européenne. C'est la seule vraie différence. Vous voyez, on nous ennuie tous les jours en disant comment les Français, c'est horrible, veulent pas travailler. Il y a très peu de différence, par exemple, avec l'âge réel moyen de départ à la retraite dans le secteur privé entre les Français et les Allemands ou les Néerlandais ou même les Suédois. L'immense différence, c'est le taux d'activité que nous avons soigneusement bâti pendant les 30 dernières années en disant qu'à partir de 55 ans, les gens devenaient inutiles. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. L'année dernière, il y a eu un débat sur ce thème entre les syndicats et le MEDEF qui était pas de bonne qualité. Le MEDEF a proposé de faire des contrats de travail particuliers. Non, un ingénieur nucléaire, et Dieu sait s'il en manque aujourd'hui à 62 ans, il est en pleine forme, et il faut évidemment maintenir les gens un peu plus, alors avec des décotes et surcotes, et surtout une volonté collective d'essayer d'augmenter de ça. N'oubliez jamais que entre 60 et 64 ans, nous avons en gros une personne sur 3 qui est active, alors que c'est presque le double dans tous les autres pays. Ouais, il y a un vrai problème avec l'emploi des seniors en France. Comment est-ce qu'on change les mentalités ? Le défenseur des droits avait publié un sondage en fin d'année dernière. 25% des personnes âgées de plus de 55 ans affirment avoir été victimes de discrimination en raison de leur âge au travail. Oui, donc il faut à un moment déterminé que chacun joue son rôle. Tout à l'heure, vous avez parlé des syndicats pour dire vont-ils accepter. Maintenant, il faut que le MEDEF se secoue un peu et trouve des solutions pour pousser avec des codes, des décotes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et évidemment une modification de nature presque sociologique. La société française, à 60 ans, quelqu'un peut être très fatigué, ça c'est les carrières longues, et donc ceux-là, il faut qu'ils partent, et peut-être en pleine forme, et ceux-là, il faut qu'ils restent. Comment est-ce qu'on modifie les critères de pénibilité ? C'est au centre du débat ? Non. Pour les syndicats, en tout cas. Oui, pour les syndicats. Non, quand vous les regardez très près, il y en avait 7, il y avait un accord là-dessus. Pour des raisons obscures, on en a supprimé 4, il y a qu'à les remettre dedans. C'est des faux débats à la française, ça. C'est vrai que quelqu'un comme vous, qui est en pleine forme, vous n'avez pas porté, vous avez un job très difficile. Mais je me lève tôt. Vous levez tôt, moi aussi, la preuve. mais vous ne portez pas sur vos épaules des charges lourdes. Il y a quand même des métiers qui sont évidemment très compliqués, très durs, et ceux-là, il faut les prendre en compte. Je ne porte pas encore David Abiker pour l'emmener jusqu'au studio. Vous proposez aussi remarquez à deux, on devrait y arriver. N'importe quoi. Une balle perdue pour David Abiker. Et il faut aussi relancer le fonds de réserve pour les retraites. Alors ça, c'est très important. Bien sûr. Et notamment chez les jeunes. Vous savez que, alors là, c'est un sondage qui est très impressionnant. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils n'ont pas de retraite, ce qui est idiot, puisque en réalité, évidemment, que notre système va se poursuivre. Mais quand on regarde les résultats qu'obtiennent simplement la répartition, qui se colle sur le taux de croissance, qui va pas être exceptionnel, et les résultats qu'obtiennent les fonds, et notamment le fonds de réserve des retraites, sur lequel je vais revenir, on s'aperçoit que c'est 2-3 fois supérieur en rendement. Donc il faut réintroduire de la capitalisation. Mais pourquoi est-ce que les Français ont peur de la retraite par capitalisation ? C'est pas qu'ils en ont peur, c'est qu'ils n'en veulent pas. Alors ils n'en veulent pas, et en plus parce qu'ils considèrent, puis là ça fait partie de notre sociologie très profonde, la solidarité, les retraites, etc. Donc on fait ce que Jospin avait imaginé il y a maintenant 25 ans, c'est-à-dire un fonds de retraite par capitalisation, mais collectif. Oui. C'est-à-dire que alors ce fonds de réserve existe, il devait être abondé à l'époque par tous les produits des
privatisation, ça a été, vous connaissez l'État, il est prédateur, il a pris le maximum d'argent. Et c'est assez facile de le faire augmenter de manière forte. Or, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre, comme fait l'assurance vie, une garantie sur le capital, et puis peut-être un petit bout de rendement, et ça permettra à tout le monde de participer à un effort collectif. Et les bons résultats des fonds de capitalisation. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Tout ça, c'est un message optimiste, c'est qu'on doit pouvoir en 3 mois, le fameux conclave, je ne sais plus si ça s'appelle d'ailleurs conclave, on doit pouvoir y arriver et déjà se débarrasser de ce sujet des retraites. Merci beaucoup. Et merci à tous les deux représentants valeureux de la France qui se lèvent tôt. Il y en a d'autres quand même. À demain, mon cher Stéphane Pedrazzi pour la matinale de l'économie. Et puis, puisque j'ai un peu de temps, je vous donne les titres à la une de la presse ce matin. Vous avez le Figaro, lâché par Donald Trump, l'Europe cherche la riposte. C'est donc le Figaro. Vous lirez aussi à la une de l'Opinion sur le même thème, l'éditorial de Jean-Dominique Merchet. Défense, l'Europe se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. L'Opinion qui titre également Bayrou condamné à la tempête permanente avec une semaine assez acrobatique. Ça, c'est la une des Échos, la semaine acrobatique de Bayrou. Effectivement, pris dans l'affaire Betaram, le Premier ministre affrontera une nouvelle motion de censure mercredi et puis la Cour des comptes remet le même jour, mercredi, sa vérité sur les chiffres des retraites. Autre dossier explosif. Enquête sur la nébuleuse des influenceurs algériens. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Et puis enfin, religion et société, la nouvelle donne. C'est la une de la Croix. Et puis si vous avez le temps, vous lisez Historia. Israël, Liban, Syrie, Iran, France et Moyen-Orient depuis 1945. C'est Historia avec évidemment notre ami Franck Ferrand. J'espère que j'ai pas fait de faute de français parce que c'est l'heure de Karine Dijoux.